Chapitre 1, le masque de l'humilité. Marcus May poussait son chariot de ménage dans les couloirs stériles du lycée Jefferson. Le grincement des roues résonnait dans les casiers. À 45 ans, il semblait n'être qu'un simple agent d'entretien invisible. Sa combinaison grise, ses bottes usées et ses mains calleuses suggéraient une vie de travail manuel. Mais les apparences, comme il l'avait appris en 20 ans de service dans le renseignement militaire, étaient les armes les plus puissantes. Sa femme, Kendra Morrison May, s'était montrée distante ces derniers temps, rentrant tard de son travail à la banque avec de faibles excuses concernant les heures supplémentaires et les rendez-vous clients. Leur mariage, qui avait duré 15 ans, s'était refroidi, mais Marcus était trop concentré sur sa mission actuelle pour enquêter. Parfois, les meilleurs agents de renseignement passent à côté de ce qui se passe chez eux. Sa fille, Phyllis, 17 ans, aussi vive que son père, travaillait à temps partiel au secrétariat du lycée. Elle était la fierté de Marcus, une élève brillante, prête à entrer à l'université, tout ce qu'il avait espéré qu'elle devienne. Lorsque Tom Gentry, le directeur et beau-père de Marcus, lui avait proposé ce poste administratif, elle avait eu l'impression que la famille veillait sur la famille. Marcus travaillait comme concierge au lycée Jefferson depuis 8 mois. Il participait à une opération secrète enquêtant sur un réseau de trafic d'enseignants que le FBI n'avait pas réussi à démanteler. Son agence de sécurité, Phantom Investigation, était spécialisée dans les affaires exigeant une discrétion absolue et des méthodes non conventionnelles. Le conseil d'administration l'avait personnellement engagé après la disparition de 3 élèves en 2 ans, mais seul Marcus connaissait sa véritable identité. Tom Gentry, c'était une toute autre histoire. À 58 ans, le directeur régnait sur le lycée Jefferson, comme sur son royaume personnel. Grand, cheveux argentés et autoritaire, Tom avait épousé la belle-mère de Marcus lorsque Kendra avait 12 ans, devenant la seule figure paternelle qu'elle ait connue après que son père biologique les eût abandonnés. L'influence de Tom sur Kendra avait toujours dérangé Marcus. Mais il la tolérait pour préserver l'harmonie familiale. Cette tolérance était sur le point de prendre fin. Alors que Marcus nettoyait le couloir administratif, il remarqua Clay Barker, le professeur d'anglais de 35 ans, quittant le bureau de Tom avec une expression suffisante. Clay était tout ce que Marcus prétendait ne pas être. Grand, beau comme un roc, avec le genre de charme qui incitait les parents à lui confier leurs enfants. Il enseignait les classes de niveau avancé et encadrait l'équipe de débat, ce qui lui donnait accès aux élèves les plus brillants de l'école. Encore en train de travailler tard, concierge. La voix de Clay avait une condescendance qui fit serrer la mâchoire de Marcus. Peut-être devrais-tu te concentrer davantage sur le nettoyage au lieu de rôder là où tu n'as rien à faire. Marcus leva les yeux de sa serpillière, laissant transparaître dans son regard juste assez de confusion pour maintenir sa couverture. Désolé, monsieur Barker. J'essaie juste de faire mon travail. Le rire de Clay était cruel. Ton travail est de nettoyer les dégâts, pas d'en créer. Tu devrais peut-être t'en souvenir. Les paroles du professeur avaient un poids qui dépassait la simple arrogance. Marcus classa l'échange, l'ajoutant à la liste croissante d'incohérences qu'il avait remarquées chez Clay Barker. Cet homme avait des goûts de luxe pour un salaire d'enseignant, des vêtements de marque, une nouvelle BMW et une montre plus chère que ce que la plupart des enseignants gagnaient en 3 mois. Plus tard dans la soirée, Marcus termina sa tournée et rentra chez lui, dans la modeste maison à 2 étages qu'il avait achetée au nom de Kendra. L'hypothèque avait été délibérément structurée pour paraître hors de portée d'un concierge, une partie de sa couverture selon laquelle il avait hérité d'une petite indemnité d'assurance. En réalité, Phantom Investigation générait un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres, mais seules 3 personnes savaient que Marcus May et la société étaient la même personne. Kendra était déjà au lit à son arrivée, prétextant un mal de tête. Elle le regarda à peine lorsqu'il l'embrassa sur le front, son parfum dégageant une odeur qu'il ne reconnut pas. Quelque chose de cher et certainement pas celui qu'elle avait porté ce matin-là. Comment s'est passé le travail, demanda-t-elle sans réel intérêt. Comme d'habitude, répondit Marcus en scrutant le visage de sa femme dans la faible lumière de la chambre. À 42 ans, Kendra était encore belle, avec ses cheveux au burn et ses yeux verts qui avaient conquis son cœur lors de sa dernière mission militaire. Mais la femme allongée devant lui semblait étrangère. Tom mentionna, Phyllis a fait un excellent travail au bureau. Kendra continua. Il songeait à lui écrire une lettre de recommandation pour ses candidatures à l'université. Marcus hocha la tête, mais un frisson le serrait. Tom Gentry se comportait étrangement avec Phyllis ces derniers temps. Trop de réunions privées, trop d'attention individuelle.
Combiné à son enquête sur le réseau de trafiquants, l'instinct protecteur de Marcus lançait des avertissements. C'est gentil de sa part, dit Marcus prudemment. Phyllis avait-elle mentionné quelque chose d'inhabituel au travail? Les yeux de Kendra vacillèrent un instant, mais Marcus le remarqua. 20 ans à décrypter les agents ennemis lui avaient appris à reconnaître la tromperie. Rien d'inhabituel. Pourquoi lui demander ça? Sans raison. Je voulais juste m'assurer qu'elle se sente bien. Kendra se retourna, mettant fin à la conversation. Je suis sûr qu'elle va bien. Tom sait ce qu'il fait. Tandis que sa femme s'endormait, Marcus fixait le plafond. 3 relations auxquelles il avait accordé une confiance absolue, sa femme, son beau-père et la sécurité de sa fille commençaient à se fissurer. Dans son travail, les fissures se transformaient rapidement en gouffres. Il se glissa hors du lit et s'installa dans son bureau à domicile, une pièce aménagée en sous-sol que Kendra fréquentait rarement. Derrière un faux mur, Marcus accédait à son véritable espace de travail. Plusieurs écrans, du matériel de communication crypté et des fichiers qui auraient fait douter la plupart des gens de tout ce qu'ils pensaient savoir sur la vie en banlieue. Une vérification rapide de son équipement de surveillance révéla 2 appels manqués de Danny Rice, son adjoint chez Phantom Investigation. Danny avait été le spécialiste communication de Marcus dans l'armée et était désormais le visage public de leur entreprise. Le rappel fut immédiatement pris. On a un problème. La voix de Dee était tendue. La surveillance du lycée Jefferson avait détecté quelque chose ce soir. Clay est entré dans la salle de classe avec son arme tirée mais pas visée, en admirant la scène avec une évaluation professionnelle. Ses yeux ont catalogué la fenêtre brisée, renversé les meubles, les personnages inconscients et les 3 civils très nerveux assis sous la garde. Monsieur May, j'ai besoin de voir l'identification et vos titres de compétences entre les entrepreneurs fédéraux. Marcus a fourni à la fois avec un document d'information que Danny avait préparé. Agent Schaeffer, nous enquêtons sur ce réseau depuis 8 mois. Ce soir a été notre opportunité de recueillir des preuves et d'empêcher l'enlèvement de ma fille. Votre fille était la cible, Phyllis May, 17 ans. Elle devait être droguée et transportée ce soir dans le cadre d'une opération de trafic gérée par le personnel de l'école. Schaeffer a étudié le document d'information pendant que son équipe a obtenu la scène. C'est toute une opération que vous avez découverte. Combien de suspects avons-nous? Les suspects immédiats incluent le directeur Tom Gentry, professeur Clay Barker et environ 6 membres du réseau supplémentaire. Nous avons également identifié des crimes financiers impliquant la première banque nationale. Et la femme dans le coin, Marcus sentit quelque chose de froid et final se déposer dans sa poitrine. Kendra Morrison May, ma femme. Elle a été inconsciemment attirée dans les aspects financiers de l'opération grâce à sa position à la banque. Le mensonge est venu facilement, une partie de la couverture sur laquelle ils étaient d'accord. Les yeux de Kendra remplis de larmes, que ce soit de gratitude ou de chagrin, Marcus ne pouvait pas le dire. J'aurais besoin de déclarations complètes de toutes les personnes impliquées, a déclaré Schaeffer. Mais d'abord, où est ta fille? Emplacement sécurisé dans le bâtiment. Je vais la récupérer. Marcus a quitté la salle de classe et s'est dirigé vers le refuge du sous-sol où Phyllis attendait avec l'un des agents de Danny. Sa fille leva les yeux en entrant, son visage montrant la tension des événements de la soirée. Est-ce fini? Elle a demandé. Le danger immédiat est terminé. Mais Phyllis, ce qui se passera ensuite va tout changer dans nos vies. Que voulez-vous dire? Les agents fédéraux sont ici. Ils vont vouloir des déclarations de toutes les personnes impliquées. Vous devez comprendre que certains de ce que nous leur disons ne seront pas complètement vrais. Tu veux que je mente au FBI? Je veux que vous surviviez. Et la survie nécessite parfois de raconter des histoires qui protègent les personnes que vous aimez. Phyllis a étudié le visage de son père avec la même intelligence analytique qui l'avait aidé à survivre la soirée. Quelle est l'histoire? Votre mère a été amenée à aider à des délits financiers. Elle ne connaissait pas le trafic et elle a essayé de vous protéger lorsqu'elle a découvert la vérité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est ce qui doit s'être produit si votre mère veut éviter de passer le reste de sa vie en prison fédérale. Même après ce qu'elle a fait, Phyllis était silencieuse pendant un long moment. Pourquoi la protégez-vous? Je ne la protège pas. Je vous protège de devoir vivre en sachant que votre mère a aidé à planifier votre enlèvement. La distinction était subtile, mais importante. Marcus ne pardonnait pas la trahison de Kendra. Il gérait ses conséquences pour minimiser les dommages à l'avenir de sa fille.
Et notre famille? Et toi et maman? Il n'y a plus de toi et de maman. Ce soir, il a terminé cela en permanence, mais si elle coopère avec l'histoire de la couverture, elle vit assez longtemps pour disparaître dans la protection fédérale, et vous n'avez plus jamais à la revoir. Phyllis acquiesça lentement. Et si elle ne coopère pas, alors elle ne vit pas assez longtemps pour que cela soit important. Ils sont retournés dans le bâtiment principal ensemble, le père et la fille marchant côte à côte dans les couloirs qui ne se sentiraient plus jamais en sécurité. L'agent Schaeffer attendait avec des questions qui détermineraient le sort de chacun. Les prochaines heures testeraient toutes les compétences que Marcus avait apprises en 20 ans à créer des histoires de couverture crédibles. Mais pour la première fois toute la soirée, il se sentait confiant à propos du résultat. L'enquête fédérale révélerait un réseau de trafic massif. Des dizaines d'arrestations seraient effectuées et des millions de dollars d'actifs illégaux seraient saisis. Clay Barker et Tom Gentry passeraient des décennies en prison fédérale. Les étudiants disparus seraient retrouvés et retournés dans leurs familles. Et Marcus May deviendrait officiellement un héros, un enquêteur privé qui avait tout risqué pour sauver sa fille et exposer un complot criminel à l'échelle nationale. La vérité était plus compliquée, mais la vérité n'avait jamais été particulièrement utile dans le domaine de Marcus. Ce qui comptait, ce sont les résultats, et les résultats de ce soir protégeraient sa fille tout en veillant à ce que tous ceux qui l'avaient menacée passeraient le reste de leur vie à payer leurs erreurs. La justice, Marcus, avait appris il y a longtemps, n'était qu'un autre mot pour les conséquences délivrées par les personnes ayant des compétences et des ressources pour s'assurer que ces conséquences étaient permanentes. Chapitre 9, Nouveau début. 6 mois après le raid de Jefferson High, Marcus s'est tenu dans la salle de conférence de Phantom Investigation Nouveau Siège Social, en regardant la couverture de CNN des condamnations finales dans ce que les médias avaient surnommé le scandale du réseau scolaire. 47 défendeurs de 8 États avaient été condamnés à un total combiné de plus de 800 ans de prison fédérale. Clay Barker avait reçu la vie sans libération conditionnelle. Tom Gentry était décédé officiellement en détention fédérale d'une crise cardiaque, bien que Marcus savait que la vérité était plus complexe. Certaines dettes ne pouvaient être payées que dans le sang. L'équipe des enquêtes fantômes continue de recevoir des éloges de l'application des lois fédérales. L'encre de presse disait, leur travail a entraîné la rescousse de plus de 60 enfants disparus et le démantèlement complet de l'un des plus grands réseaux de trafic de l'histoire américaine. Marcus a éteint la télévision et est retourné à son bureau où Danny Rice attendait avec le rapport opérationnel mensuel. Affaire intéressante d'Atlanta, a déclaré Danny, glissant un fichier sur le bureau. Le cas de la personne disparue qui a des modèles familiers. Marcus a ouvert le dossier et a immédiatement reconnu la structure organisationnelle qu'il avait vue auparavant. Sergio Sheridan, c'est notre évaluation. On dirait qu'il a reconstruit les opérations en utilisant un modèle différent, le recrutement des entreprises au lieu des écoles. Personnel, j'ai une équipe debout. Rich travaille déjà sur le suivi financier, et les contacts de Saul à Atlanta peuvent fournir un soutien local. Marcus hocha la tête, planifiant déjà l'opération. La destruction du réseau de Jefferson High avait été personnelle, mais le travail s'est poursuivi car il y avait toujours plus de prédateurs, plus de victimes et plus de personnes qui pensaient pouvoir opérer hors de portée de la justice. Quelle est la chronologie? 2 semaines pour établir des identités de couverture. La société cible recrute pour plusieurs postes qui nous donneraient un accès à l'intérieur. Faites-le. Après le départ de Danny, Marcus est revenu dans la seule partie de sa nouvelle vie qui est restée compliquée. Sur son bureau se trouvait une lettre de Kendra, transmise par la protection fédérale des témoins. Elle vivait quelque part dans le Pacifique Nord-Ouest sous une nouvelle identité, travaillant comme caissier de banque dans une petite ville où personne ne connaissait son histoire. La lettre était la 15e qu'elle avait envoyée. Comme les autres, il contenait des excuses, des explications et des demandes de pardon que Marcus n'accorderait jamais. Il l'a laissé tomber dans le déchiqueteur sans lire au-delà du premier paragraphe. Certaines trahisons ont créé des blessures qui n'ont jamais guéri. Mieux vaut amputer proprement que de laisser la propagation de l'infection. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Phyllis. Papa a été accepté à Georgetown. Bourse complète pour étudier les relations internationales. Vous voulez suivre vos traces. Marcus sourit, la première véritable expression du bonheur qu'il avait ressenti depuis des mois. Sa fille avait non seulement survécu à la trahison de sa mère, mais était devenue plus forte et plus déterminée. Le processus d'entrevue du FBI avait révélé qu'elle était exceptionnellement douée lors de l'analyse du renseignement et l'agent Schaeffer l'avait personnellement recommandée pour des programmes universitaires accélérés. Il a envoyé un texto, fier de vous.
Dîner ce soir pour célébrer. Absolument, mais je choisis le restaurant cette fois. Plus de convives qui servent du café douteux. À 18 ans, Phyllis avait développé les instincts opérationnels de son père et son propre sentiment de justice. Elle savait exactement ce que Marcus avait fait dans la vie maintenant, la vraie version, pas les histoires de couverture, et avait exprimé son intérêt à rejoindre des enquêtes fantômes après l'université. L'idée la terrifiait et ravie. La formation de la prochaine génération d'opérateurs signifiait transmettre des compétences qui pouvaient sauver des vies ou les détruire, selon la façon dont ils ont été utilisés. Mais si quelqu'un pouvait gérer cette responsabilité, c'était sa fille. Ce soir-là, au cours du dîner au restaurant cher que Phyllis avait choisi, ils ont discuté de ses plans universitaires et de ses futures options de carrière. Elle était ravie de étudier les relations internationales, mais tout aussi intéressée par les aspects opérationnels du travail de renseignement. « Papa, puis-je vous demander quelque chose de personnel ? » « Bien sûr. Vous regrettez-vous déjà ce qui est arrivé à maman ? » Marcus a soigneusement examiné la question. « Je regrette d'avoir fait des choix qui vous ont mis en danger. Je regrette que notre famille ait été détruite par sa trahison, mais je ne regrette pas les conséquences qu'elle a rencontrées, même si elle est vivante et essayant de faire amende honorable. Phyllis, votre mère a aidé à planifier votre enlèvement et à naviguer vers les trafiquants d'êtres humains. Certaines actions ne peuvent pas être pardonnées, même par la famille. Je sais. Je me demande juste parfois s'il aurait pu y avoir un autre moyen. Il y avait peut-être eu, mais cela aurait obligé votre mère à faire différents choix, et elle ne l'a pas fait. » Phyllis hocha la tête, comprenant la finalité dans sa voix. « Et toi ? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses se sont avérées ? » Marcus a regardé sa fille, intelligente, forte et déterminée à rendre le monde plus sûr pour d'autres personnes. « Je suis heureux que vous soyez vivant et en sécurité. Tout le reste n'est que des détails. Même le fait que vous dirigez maintenant l'une des entreprises de renseignement privé les plus prospères du pays. Même qu'ils terminent le dîner dans un silence confortable, comprenant tous deux que certaines conversations marquent la fin d'un chapitre et le début d'une autre. Phyllis n'était plus l'adolescente innocente qui faisait confiance à ses professeurs et à son beau-père. Marcus n'était plus l'agent infiltré qui prétend être quelque chose qu'il n'était pas. Ils étaient des partenaires père et fille dans une mission qui s'étendait bien au-delà de leur traumatisme personnel. Les travaux se poursuivraient parce qu'ils devaient continuer. Partout où d'autres enfants étaient ciblés par d'autres réseaux. D'autres familles étaient déchirées par la trahison et la prédation. Et lorsque ces cas ont atteint l'attention des enquêtes fantômes, Marcus et son équipe seraient prêts. En quittant le restaurant, Phyllis a posé une dernière question. « Papa, tu penses que maman nous aimait vraiment ? » Marcus a cessé de marcher et a regardé sa fille directement. « Je pense que ta mère a adoré l'idée de nous. Mais quand cela est entré en conflit avec ce qu'elle voulait pour elle-même, elle s'est choisie. Et toi ? Pensez-vous que vous ferez à nouveau confiance à quelqu'un de cette façon ? Je te fais confiance et je fais confiance à mon équipe. C'est suffisant. » Ils se sont rendus à leur voiture dans la soirée de printemps fraîche, en comprenant tous deux qu'ils avaient franchi un seuil qu'ils ne pouvaient jamais décrocher. Le passé avait disparu, enterré sous le poids de choix qui ne pouvaient pas être annulés. L'avenir lui appartenait, une opération à la fois. Le téléphone de Marcus a bourdonné d'un message crypté de Danny. L'affaire de l'Atlantique est devenue plus intéressante. La société cible a des contrats avec 12 districts scolaires. On dirait que Sheridan utilise des programmes de formation d'entreprise pour accéder aux enfants. Il a montré le message à Phyllis, qu'il a lu avec la même fureur froide que Marcus a ressenti la construction dans sa poitrine. « Quand partons-nous pour Atlanta ?» elle a demandé. « Nous avons 18 ans maintenant. Je peux prendre mes propres décisions sur la façon de passer mes vacances d'été. » Marcus a étudié le visage de sa fille et a vu sa propre détermination se refléter sur lui. Elle était prête à commencer sa véritable éducation, non pas dans les salles de classe des collèges, mais dans le domaine où les prédateurs ont appris que certaines personnes ont riposté avec une efficacité mortelle. « 2 semaines, dit-il finalement. Mais vous suivez les ordres sans aucun doute, et vous vous souvenez que ce n'est pas un jeu compris. » Alors qu'ils rentraient chez eux dans les rues de banlieue tranquilles, Marcus a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Paix. Pas la paix d'un traumatisme résolu, mais la paix de savoir exactement ce qui est venu ensuite. La chasse continuerait. La justice serait rendue. Et les gens qui pensaient pouvoir nuire aux enfants innocents découvriraient que certaines erreurs étaient permanentes. Dans son rétroviseur,
Marcus pouvait voir les lumières de la ville où il avait construit sa nouvelle vie à partir des cendres de son ancienne. Devant, les ténèbres de l'autoroute, menant vers toutes les batailles attendaient à Atlanta et au-delà. Il était Marcus May, protecteur des innocents, destructeur de prédateurs, et père d'une fille qui poursuivrait le travail quand il serait parti. Certains concierges ont nettoyé les déversements et les poubelles vidées. D'autres ont nettoyé le type de dégâts qui ont laissé des taches permanentes sur le monde. Marcus a préféré le deuxième type de nettoyage. Il a mieux payé et les résultats ont duré plus longtemps. Plus important encore, cela a protégé sa fille. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Barker avait rencontré 3 hommes sur le parking après les heures de bureau. Nous n'avons pas réussi à obtenir un son clair, mais l'un d'eux correspondait à la description de Vincent Torres, un trafiquant notoire sur notre liste de surveillance. Marcus sentait l'ICE se former dans ses veines. Envoie-moi tout. Et Danny, commence une enquête complète sur Barker. Je veux connaître tous les détails de sa vie depuis l'école primaire. Déjà commencé. Mais Marcus, il y a autre chose. La rencontre n'était pas fortuite. Barker les attendait. Il savait exactement quand et où être. Depuis combien de temps le surveilles-tu? 2 semaines. Mais voilà le problème. Il reste tard à l'école presque tous les soirs. Toujours dans la même salle de classe. Nous pensons qu'il l'utilise comme zone de rassemblement. Marcus ferma les yeux. Les pièces d'un puzzle terrifiant commençaient à s'aligner. Quelle salle de classe? La salle 237. D'après l'annuaire de l'école, c'est là qu'il organise ses séances de soutien scolaire spécial pour certains élèves. La même salle où Phyllis avait mentionné rester tard pour aider à la remise des projets. La même salle que Tom Gentry lui avait spécifiquement recommandée. Je veux une surveillance 24h24 sur Barker à partir de demain, dit Marcus d'une voix d'un calme mortel. Et donnez-moi tout sur Tom Gentry, dossier financier, historique de voyage, verrouillage des communications, tout. Vous pensez au principe en jeu? Marcus pensa à la confiance suffisante de Tom, à son contrôle sur le règlement de l'école, à son accès aux dossiers et aux emplois du temps des élèves. Je pense que nous allons bientôt découvrir la profondeur de tout cela. Après avoir raccroché, Marcus resta assis dans l'obscurité de son bureau secret. Pendant 8 mois, il avait traqué des prédateurs qui profitaient de leur position de confiance pour détruire de jeunes vies. Il n'aurait jamais imaginé que cette traque le mènerait jusqu'à sa propre famille. Mais si Tom Gentry et Clay Barker pensaient pouvoir utiliser sa fille comme un pion dans leur jeu malsain, ils allaient apprendre que certains concierges nettoyaient bien plus que du café renversé et du verre brisé. Ils allaient rencontrer le vrai Marcus May. Chapitre 2, Fissure dans les fondations. Le lendemain matin, Autumn ressentit son premier vrai frisson au lycée Jefferson, et Marcus arriva tôt pour son service. Son superviseur, Lewis Ingram, leva à peine les yeux de son café lorsque Marcus se présenta. Tu es encore là en avance, mais... Tu te fais un peu trop avoir pour un boulot au salaire minimum, non? Marcus haussa les épaules, jouant son rôle. Je veux juste faire du bon travail, monsieur Ingram. Peut-être obtenir une augmentation un jour. Lewis renifla. Les augmentations, c'est pour les ambitieux. Les concierges comme vous ont de la chance d'avoir un emploi stable. Si seulement Lewis savait que l'ambition de Marcus l'avait conduit à démasquer des réseaux de corruption dans 3 pays et à accumuler assez de richesses pour racheter 2 fois le district scolaire tout entier. Mais l'humilité était la meilleure arme de Marcus. Qu'il le sous-estime pendant qu'il recueillait des renseignements. Son premier arrêt fut la salle 237, la salle de classe de Clay Barker. Marcus avait des raisons légitimes d'être là. La poubelle avait besoin d'être vidée et les sols nettoyés. Mais en travaillant, son œil exercé cataloguait des détails qui échapperaient à la plupart des observateurs. La pièce semblait étrange. Les bureaux étaient disposés de manière à créer des angles morts depuis les fenêtres du couloir. Un classeur dans un coin présentait des rayures autour de la serrure, signe d'ouverture fréquente. Le plus révélateur, l'air était chargé d'une légère odeur chimique qui n'avait rien à voir avec une salle de classe d'anglais. Quelque chose de médicinal, peut-être séditieux. Vous êtes minutieux. Je vous l'accorde. Marcus se retourna et trouva Clay Barker qui l'observait depuis l'embrasure de la porte. Le professeur avait un sourire carnassier, son regard calculateur. Monsieur Barker, je ne vous ai pas entendu entrer. J'en suis sûr. Clay entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui.
Vous connaissez Marcus, c'est Marcus, n'est-ce pas? Je vous ai observé travailler. Vous êtes très observateur pour un concierge. L'utilisation de son prénom était intentionnelle, un jeu de pouvoir destiné à établir une domination. Marcus garda une expression neutre tandis que son esprit s'emballait. Clay se doutait-il de quelque chose? Il essayait juste de faire du bon travail, monsieur. J'en suis sûr. Clay se rapprocha, sa présence délibérément intimidante. Dites-moi, comment va votre fille, Phyllis? Elle m'a été d'une grande aide pour mes projets extrascolaires. Tous les instincts de Marcus criaient au danger. Elle aime aider. Elle dit que vous êtes un bon professeur. J'essaie d'accorder une attention particulière aux élèves qui ont du potentiel. Le sourire de Clay s'élargit. Phyllis a un potentiel énorme. Je détesterais voir quoi que ce soit entraver son développement. La menace était subtile mais claire. Marcus sentit la rage monter en lui, une fureur froide et contenue qu'il avait autrefois rendu légendaire parmi ses pairs militaires. Mais il s'efforça de garder une voix ferme. Je suis sûr qu'elle apprécie les conseils. Je suis sûr qu'elle les apprécie. Clay ouvrit le classeur, dos à Marcus. Vous savez, le conseil scolaire a discuté des coupes budgétaires. Les postes de maintenance sont toujours les premiers à disparaître en période difficile. Je comprends, monsieur. Et vous? Clay se retourna, tenant un épais dossier. Parce que je détesterais voir des pères de famille qui travaillent dur perdre leur emploi à cause de malentendus. Marcus remarqua l'étiquette du dossier. Confidentialité pour les élèves spéciaux. Le nom de sa fille était visible sur l'un des onglets à l'intérieur. Je ne me méprends pas beaucoup, monsieur Barker. Quelque chose changea dans l'expression de Clay. Une lueur d'incertitude suggéra que le ton de Marcus avait été plus sec que prévu. Mais le professeur se reprit rapidement. Bien. Alors, on se comprend parfaitement. Clay se dirigea vers son bureau et rangea le dossier dans un tiroir verrouillé. À bientôt, Marcus. Salut Phyllis de ma part. Après le départ de Clay, Marcus continua de ranger pendant que son esprit digère la rencontre. Le professeur savait que son identité était douteuse. C'était clair. Mais était-il au courant des enquêtes fantômes, ou soupçonnait-il simplement Marcus d'être plus qu'il n'y paraissait? Plus important encore, le dossier suggérait que Clay documentait ses interactions avec des élèves spécifiques, dont Phyllis. Ce niveau d'organisation indiquait une opération systématique, et non un opportunisme aléatoire. Marcus termina la classe et reprit son itinéraire habituel, mais son attention revenait sans cesse vers les bureaux. Administratif. La porte de Tom Gentry était fermée, mais des voix résonnaient à travers le bois épais. Deux hommes parlaient à voix basse et pressante. Pas de complications possibles pour le moment. Nouvelle livraison jeudi. Assurez-vous que la fille ne le soit pas. La conversation s'interrompit brusquement lorsque des pas s'approchèrent de la porte. Marcus reprit rapidement l'éponge et retourna au bureau tandis que Tom en ressortait avec un homme qu'il ne reconnaissait pas. Un costume coûteux d'une quarantaine d'années et le genre de regard attentif qui suggérait une paranoïa professionnelle. Marcus. La voix de Tom exprimait une gaieté forcée. Travaillant dur comme toujours, je vois. Oui, monsieur. Monsieur Gentry. L'inconnu examina Marcus avec une suspicion évidente. Voici votre gendre, le concierge. Le rire de Tom était condescendant. C'est exact. Marcus, ici présent, maintient nos couloirs impeccables. N'est-ce pas, Marcus? Je fais de mon mieux, monsieur. J'en suis sûr. Le regard de l'inconnu s'attarda sur les mains de Marcus. Des mains qui, malgré des mois de travaux d'entretien, portaient encore les callosités et les cicatrices d'une vie différente. Tom me dit que votre fille travaille ici aussi. À temps partiel au bureau. C'est une bonne élève. J'en suis sûr. Le sourire de l'homme était froid. Tom a un excellent jugement sur les jeunes. Depuis toujours. Après le départ de l'inconnu, Tom s'attarda sur le seuil de sa porte. Marcus, j'espère que tu ne te sens pas trop à l'aise ici. Les contraintes budgétaires pourraient bientôt te forcer à prendre des décisions difficiles. Une autre menace. Celle-ci vient de la famille. Marcus soutint le regard de son beau-père. Je suis reconnaissant de cette opportunité, Tom. J'espère pouvoir continuer à servir l'école. On verra. Le visage de Tom se durcit. Au fait,
j'ai demandé à Phyllis de rester tard demain soir. Projet spécial qui requiert ses compétences particulières. Ces mots frappèrent Marcus comme des coups de poing. Demain, c'était jeudi, le jour même où la conversation avait évoqué une livraison. Sa fille était en préparation pour quelque chose et Tom orchestrait le tout. Je suis sûr qu'elle fera tout ce que tu lui demanderas. Elle le fait toujours. Bien, celle-là. Très coopérative. Marcus se força à détourner le regard avant que son expression ne révèle les pensées meurtrières qui lui traversaient l'esprit. Alors qu'il poussait son chariot dans le couloir, une pensée résonna avec une clarté cristalline. Demain soir, le masque du concierge tomberait. Le reste de son service se déroula mécaniquement, mais Marcus planifiait. À son retour, il avait déjà une stratégie préliminaire en place, une stratégie qui nécessiterait toutes les compétences acquises en 2 décennies d'élimination de menaces envers des innocents. Kendra était dans la cuisine à son arrivée, préparant le dîner avec un soin inhabituel. Elle avait troqué ses vêtements de la banque contre une robe qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire, celle qu'elle trouvait trop chic pour être portée au quotidien. « Tu es magnifique, dit-il, sincère malgré tout. » Son sourire semblait sincère pour la première fois depuis des semaines. « Je pensais qu'on pourrait passer une agréable soirée ensemble. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé. » Pendant le dîner, Kendra se montra attentive et engageante, s'enquérant de sa journée et partageant des anecdotes de la banque. On se serait cru aux premières années de leur mariage, lorsque la conversation coulait naturellement et que les silences étaient plus confortables que tendus. Mais l'instinct de Marcus, entraîné, reconnut la performance. Kendra travaillait trop dur, était trop parfaite, de la même manière que les cibles se comportaient lorsqu'elles soupçonnaient une surveillance. « Comment va Phyllis à l'école » demanda-t-il nonchalamment. « Merveilleux. Tom dit qu'elle est sa meilleure assistante étudiante. Tellement mature et responsable. Elle mentionne qu'elle restera tard demain pour un projet spécial. » La fourchette de Kendra s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, l'espace d'un instant. « Vraiment ? Je suis sûr que c'est quelque chose d'important. Tom ne demande de l'aide que s'il en a vraiment besoin. J'en suis sûr. » Marcus tendit la main par-dessus la table et la couvrit de la sienne. « Kendra, tout va bien ? Tu as l'air différente ces derniers temps. » Ses yeux se remplirent de larmes. De vraies larmes. À moins qu'elle ne soit devenue une actrice exceptionnelle. Je pensais juste à nous, à notre famille. Parfois, je me demande si nous nous sommes éloignés. Vraiment ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais ce soir, c'est comme avant. Marcus lui serra doucement la main. Je t'aime, Kendra. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les surmonter. Les larmes coulèrent alors, et l'espace d'un instant, Marcus revit la femme qu'il avait épousée, vulnérable, tiraillée entre des loyautés qu'elle ne parvenait pas à concilier. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. J'espère juste que tu me pardonneras de ne pas être l'épouse que tu mérites. Ces mots avaient une portée qui dépassait l'insatisfaction conjugale générale. Kendra confessait quelque chose sans le nommer, cherchant l'absolution pour des péchés qu'elle ne pouvait exprimer. On fait tous des erreurs, dit Marcus prudemment. La question est de savoir si on en tire des leçons. Et si les erreurs sont trop graves pour être corrigées ? Alors on en assume les conséquences et on avance. Kendra hocha la tête en s'essuyant les yeux. J'espère que tu es sincère. Plus tard dans la nuit, tandis que Kendra dormait à ses côtés, Marcus passa une série d'appels cryptés. Au matin, tous les aspects de l'opération de jeudi seraient en place. Danny Rice coordonnerait la surveillance externe. Rich Davenport, leur spécialiste en technologie, gérerait les contre-mesures électroniques, et Marcus lui-même serait exactement là où il devait être lorsque le piège se déclencherait. Mais avant cela, il avait une dernière conversation à organiser. À 2 heures du matin, Marcus s'éclipsa de la maison et se rendit dans un restaurant ouvert toute la nuit à 20 mètres de là. L'homme qui attendait dans le box d'un coin ressemblait à un comptable à la retraite, chauve, corpulent, avec d'épaisses lunettes et des traits oubliables. Seul quelqu'un ayant le passé de Marcus pouvait reconnaître Saul McDonald comme l'un des hommes les plus dangereux du monde du renseignement privé. Il vaudrait mieux que ce soit important. Marcus, je profitais de ma retraite. J'ai besoin d'une faveur, Saul. Une grande. Ils sont toujours avec toi. Saul sirota son café en scrutant le visage de Marcus. Quelle est la cible ? Ma famille. L'expression de Saul ne changea pas,
mais sa posture changea légèrement. La façon dont un prédateur s'adapte quand une proie devient soudainement intéressante. C'est soit très personnel, soit très professionnel. Les deux. Marcus glissa une épaisse enveloppe sur la table. Tout ce que j'ai rassemblé jusqu'ici. J'ai besoin de sauvegarde propre demain soir. Et il faut que ce soit fait de manière à ne laisser aucune trace dans les enquêtes fantômes. Quel genre de sauvegarde? Des sauvegardes permanentes. Saul ouvrit l'enveloppe et parcourut rapidement les documents. Ses sourcils se levèrent tandis qu'il traitait l'information. Un réseau de trafiquants utilisant un lycée comme couverture. Votre beau-père comme intermédiaire et votre fille comme prochaine cible. Il leva les yeux vers Marcus. Ça va mal tourner. J'y compte. Et votre femme? Les informations suggèrent qu'elle est compromise. Marcus resta silencieux un long moment. Kendra a fait son choix. Maintenant, elle assumera les conséquences ou non. Cela dépend de son implication. Saul referma l'enveloppe. Vous savez, ça change tout. Une fois qu'on attaque la famille, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. La question est de savoir si je contrôle la suite des événements ou si je laisse les autres détruire ce qui reste de ma vie. D'accord. Saul empocha l'enveloppe. J'aurai une équipe en place demain soir. Mais Marcus, quand tout sera terminé, tu me devras plus que de l'argent. Je comprends. Et toi? Parce que ce que tu me demandes fera de toi un homme bien différent de celui qui est assis ici ce soir. Marcus soutint le regard de son vieil ami sans détour. Cet homme est mort au moment où il a appris que sa famille donnait sa fille en pâture à des monstres. Il ne reste plus qu'un concierge aux compétences de nettoyage très pointues. Saul sourit, une expression froide qui n'atteignit jamais son regard. Alors, voyons comment tu nettoieras ce désordre. Alors que Marcus rentrait chez lui par les rues désertes, il sentit les dernières traces de son ancienne vie s'effacer. Demain, la chasse commencerait sérieusement. Et une fois terminée, ceux qui avaient trahi sa confiance découvriraient que certaines tâches ne partent jamais, même en frottant avec acharnement. Chapitre 3. Le dilemme de la fille. Le jeudi matin arriva gris et froid, avec cette bruine persistante qui donnait à tout un air délavé et sans vie. Marcus suivit sa routine habituelle, petit déjeuner avec Kendra, qui semblait nerveuse et distraite, vérification de son matériel dans le bureau caché du sous-sol, et arrivée au lycée Jefferson pile à l'heure. Mais aujourd'hui, il avait plus que du matériel de nettoyage. Dans son chariot de concierge se cachaient des dispositifs de surveillance qui rendraient la NSA jalouse, ainsi que des objets interdits dans aucune juridiction, mais néanmoins essentiels au travail de la soirée. Sa priorité absolue était Phyllis. À 17 ans, elle était assez intelligente pour sentir le danger, mais assez jeune pour faire confiance aux adultes qui l'entouraient. Marcus devait déterminer précisément ce qu'elle savait et à quel point elle était en danger. Il la trouva au bureau principal pendant son temps libre, classant les dossiers des élèves sous la supervision d'Evelyn Lucas, la proviseure adjointe. Phyllis leva les yeux lorsque Marcus entra pour vider les corbeilles à papier, son sourire automatique et sincère. « Salut, papa. » Tôt ce matin, essayant d'anticiper le désordre. Marcus travaillait méthodiquement, à l'écoute de la dynamique du bureau. Evelyn était au téléphone avec quelqu'un au sujet des arrangements du jeudi soir, utilisant des euphémismes prudents qui suggéraient une conversation très différente de celle que son ton officiel laissait entendre. « Phyllis, ma puce, » dit Evelyn après avoir raccroché. « Monsieur Gentry veut vous voir dans son bureau lorsque vous aurez terminé ce dossier. » Marcus remarqua la légère hésitation de sa fille, à peine perceptible, mais il lança aussitôt, « Et si on parlait du projet spécial de ce soir? Tu sais à quel point il est pointilleux sur les détails. » Après le départ d'Evelyn, Marcus se rapprocha de sa fille. « Phyllis, pouvons-nous parler en privé une minute ?» Elle regarda le bureau vide. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tendu. Je m'inquiète que tu travailles tard ce soir. Quelqu'un t'a-t-il expliqué précisément en quoi consiste ce projet spécial? Pas vraiment. Monsieur Gentry a juste dit qu'il s'agissait d'un classement important exigeant une discrétion absolue. Quelque chose concernant les dossiers scolaires qui devaient être réorganisés avant un audit du district. Le mensonge était lisse et plausible, exactement le genre de couverture qui plairait à un adolescent responsable. Marcus sentit sa colère envers Tom atteindre des sommets dangereux. Monsieur Barker a-t-il été impliqué dans l'un de ces projets? L'expression de Phyllis changeait légèrement par moments.
Pourquoi poses-tu toutes ces questions? Parce que je t'aime et que quelque chose ne va pas ce soir. Papa, tu es paranoïaque. Monsieur Gentry est de la famille et Monsieur Barker c'est une bonne prof. On ne me demanderait rien d'inapproprié. La confiance dans sa voix était déchirante. À 17 ans, Phyllis croyait encore que les titres et les relations familiales étaient des garanties de sécurité. Marcus avait trop vu le monde pour partager cette innocence. Je veux que tu me promettes quelque chose, dit-il doucement. Si quelque chose te semble bizarre ce soir, quoi que ce soit, tu pars immédiatement et tu m'appelles. Peu importe ce qu'on te dit sur ton impolitesse ou ton manque de professionnalisme, papa, tu me fais peur. Tant mieux. Un peu de peur te protégera. Phyllis observa le visage de son père avec la même intelligence analytique qu'elle avait hérité de lui. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Il y a beaucoup de choses que je ne te dis pas. Mais promets-moi pour ce soir. Je te le promets. Mais, papa, est-ce qu'on a des ennuis? Marcus l'embrassa sur le front. Pas si j'y peux rien. Le reste de la matinée se passa pendant que Marcus installait du matériel de surveillance dans toute l'école. Des micro-caméras furent installées dans les grilles d'aération, des appareils audio fixés sous les bureaux et des balises de localisation furent retrouvées dans les effets personnels de plusieurs enseignants. À midi, il avait des informations claires sur le véritable programme de la soirée. Le projet de classement spécial devait durer jusqu'à 20 heures, bien après les heures normales de cours. Clay Barker serait présent, accompagné de 2 responsables du district que Marcus avait reconnus sur ses photos de surveillance comme des trafiquants notoires. Tom Gentry avait fait en sorte que tout le reste du personnel soit parti pour 18 heures. L'appareil de communication de Marcus vibra, transmettant un message crypté de Danny Rice. Surveillance externe en place. L'équipe de Saul était prête. Véhicule de transport identifié. Fourgonnette noire. La plaque d'immatriculation correspond à un réseau de trafiquants connus. 6 à 8 personnes hostiles environ. La réponse était simple. Compris. Exécuté à mon signal. À 15 heures, Marcus prit une décision qui le hanterait pour le restant de ses jours. Il appela Phyllis avec un message qui la sauverait ou détruirait leur relation à jamais. Phyllis, voici papa. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement et que tu fasses exactement ce que je dis. Chapitre 4. La toile se défait. L'appel à Phyllis a duré exactement 90 secondes, mais il contenait des instructions qui ont fait d'elle une victime inconsciente et une participante active à son propre sauvetage. Marcus avait formé suffisamment d'agents pour en déceler le potentiel. Et sa fille possédait le même esprit d'analyse qui l'avait rendu légendaire dans les milieux du renseignement. Papa, ce que tu me demandes pourrait causer de sérieux ennuis. Les personnes impliquées sont déjà dans de sérieux ennuis. La question est de savoir si tu vas en faire partie. Après avoir raccroché, Marcus a reçu un SMS qui lui a glacé le sang. Dîner avec Tom ce soir pour discuter du projet devrait être instructif. Bisous, car Kendra n'était pas seulement au courant de l'opération. Elle y participait activement. Sa femme avait choisi son camp, et ce n'était pas le sien. L'après-midi s'est déroulé dans une routine mécanique. Marcus nettoyait les salles de classe et vidait les poubelles, tandis que son esprit calculait les angles d'attaque, les voies de fuite et le timing précis requis pour démanteler un réseau de traite d'êtres humains sans laisser de survivants menacer sa famille à l'avenir. À 17h30, alors que les derniers membres légitimes du personnel partaient, Marcus surveillait le bureau de Tom Gentry à travers une caméra dissimulée. Son beau-père rangeait des dossiers sur son bureau, non pas des documents scolaires, mais des photos et des informations personnelles sur les élèves. Les critères de sélection étaient d'une évidence effrayante, jeunes, isolés, issus de familles en difficulté ou de familles monoparentales. Le dossier de Phyllis était bien en évidence. À 17h45, Clay Barker arriva avec 2 hommes que Marcus reconnut sur les listes de surveillance fédérale. Vincent Torres, le trafiquant présumé que Danny avait identifié, était accompagné d'un inconnu. Un homme mince et nerveux, doté d'une énergie désespérée qui suggérait qu'il était soit très novice dans le milieu, soit sur le point d'être éliminé. Marcus activa son communicateur crypté. À toutes les unités, contrôle. Acquisition de cibles confirmée. Début de la première phase. La réponse fut immédiate. Phase 1 lancée. Périmètre extérieur sécurisé. Grâce à son réseau de surveillance, Marcus observait les prédateurs se rassembler dans le bureau de Tom. Ils discutaient de logistique,
d'horaires de transport, de modes de paiement et des produits spécifiques qui seraient disponibles pour inspection ce soir-là. La fille est parfaite, disait Torres. Assez jeune pour s'entraîner correctement, assez âgée pour être rentable immédiatement, et les liens de son père avec l'école rendent toute l'opération infaillible. Marcus ne posera pas de problème, répondit Tom avec assurance. Il est trop stupide pour voir ce qui se passe et trop dépendant de ce travail pour poser des questions gênantes. Clary. Même s'il le découvrait, qui croirait un concierge plutôt qu'un directeur et un professeur primé, demanda l'homme nerveux. Kendra a été d'une grande aide pour distraire Marcus. Elle comprend les conséquences de causer des problèmes. Marcus sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. La conversation confirma ses pires craintes concernant l'implication de Kendra tout en révélant toute l'ampleur de la trahison. Sa femme n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait activement facilité la victimisation de sa fille. À 18h15, Phyllis arriva pour son projet spécial. Marcus observa, grâce à des caméras cachées, Tom l'accueillir avec une fausse chaleur, expliquant qu'il travaillerait dans la classe de clé pour une meilleure organisation. « Où sont les dossiers qu'on est censé classer ?» demanda-t-elle en entrant dans la salle 237. « Monsieur Barker les apportera sous peu. Pour l'instant, pourquoi ne pas boire un peu d'eau ? La journée a été longue. » Tom lui tendit une bouteille que Marcus reconnut comme semblable à celle qu'il avait vu Clay préparer plus tôt. Le liquide à l'intérieur était légèrement trouble, un détail qui échapperait à la plupart des observateurs, mais qui déclencha toutes les alarmes dans l'esprit expérimenté de Marcus. « En fait, je n'ai pas soif en ce moment, » dit Phyllis en posant la bouteille. « Dois-je commencer à mettre en place le système de classement ?» L'expression de Tom se crispa légèrement. L'eau t'aidera à rester concentré. Il est important de rester hydraté pendant un travail minutieux. Je la boirai plus tard. Où veux-tu que je commence le classement ? Marcus ressentait autant de fierté que de terreur. Sa fille suivait ses instructions à la lettre, polie mais évasive, gagnant du temps tout en évitant les substances qu'il proposait. À 18h30, Clay arriva avec les deux autres hommes. La dynamique dans la salle changea immédiatement lorsque Phyllis réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un projet scolaire normal. « Monsieur Gentry, je ne pense pas être censé être ici pendant une réunion de professeurs. »« Vous êtes exactement là où vous êtes censé être, » répondit Clay, sa voix perdant toute courtoisie professionnelle. « En fait, c'est grâce à vous que nous sommes tous ici. » L'homme nerveux s'avança pour bloquer la porte tandis que Torres s'approchait avec une assurance qui trahissait une grande expérience de ce genre de situation. « Phyllis, » dit Tom, son masque de grand-père s'effaçant enfin. « Il est temps que tu prennes conscience de ta véritable valeur pour cette famille. » Marcus porta la main à son communicateur. « À toutes les unités, exécutez la phase 2. Cibles actives. » Je répète, cibles actives. Mais avant qu'il puisse bouger, sa fille fit quelque chose qui prouva qu'elle était bien sa fille. « Tu sais ce qui est intéressant avec la technologie moderne ?» demanda Phyllis sur le ton de la conversation, en fouillant dans son sac à dos. « Mon père m'a appris que le plus important dans toute situation est d'être mieux informé que les autres personnes impliquées. » Elle sortit un appareil qui ressemblait à une calculatrice d'étudiant, mais qui était en fait une balise de détresse militaire que Marcus lui avait offerte 3 ans plus tôt. Par exemple, saviez-vous que toute cette conversation avait été retransmise en direct au bureau du FBI à Richmond ? Ou que des agents fédéraux étaient postés à chaque sortie de ce bâtiment ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Torres fut le premier à réagir, se jetant sur Phyllis avec une violence maîtrisée. Il ne l'atteignit jamais. Marcus franchit la fenêtre de la classe dans une explosion de verre et contena sa fureur. 20 ans. D'entraînement mortel concentré sur un seul objectif, protéger sa fille des monstres qui tentaient de détruire son innocence. Le combat dura moins de 30 secondes. À la fin, Torres était inconscient. L'homme nerveux était menotté à un bureau et Clay Barker apprenait que les professeurs d'anglais n'étaient pas entraînés au combat rapproché avec d'anciens agents des forces spéciales. Tom Gentry se tenait dans un coin, le visage blême sous le choc et une soudaine compréhension. « Tu n'es pas vraiment un concierge. » Marcus regarda son beau-père avec des yeux dénués de chaleur, de pardon et de pitié. « Non, Tom, je ne le suis pas. » Chapitre 5. La chute du directeur. Les conséquences de la violence avaient toujours une étrange dimension temporelle. Des moments qui s'étiraient comme des heures, le temps que l'adrénaline se dissipe et que la réalité reprenne ses droits. Marcus se tenait dans la salle de classe détruite, sa fille en sécurité derrière lui,
tandis que Tom Gentry comprenait enfin que son monde soigneusement construit s'effondrait. « Phyllis, es-tu blessé ?» demanda Marcus sans quitter des yeux les menaces qui subsistaient. « Je vais bien, papa. Les agents du FBI dont tu parles sont en fait mon équipe, pas des agents fédéraux. Il fallait qu'ils croient qu'ils étaient pris dans une opération fédérale plutôt que privée. » Danny Rice et Rich Davenport sont entrés par la fenêtre brisée, vêtus d'une tenue tactique suggérant une autorité gouvernementale sérieuse. Pour les observateurs extérieurs, ils étaient exactement ce que Phyllis avait prétendu. Des agents fédéraux exécutant une opération planifiée. Bâtiment sécurisé, Danny a signalé l'interception de 3 véhicules supplémentaires tentant de quitter les lieux. Nous avons un total de 8 suspects en garde à vue. Tom retrouva sa voix, bien que tremblante de peur et de rage grandissante. Tu ne peux pas faire ça. Je suis directeur d'école. J'ai des droits. J'ai des relations. Marcus se tourna pour faire face à son beau-père. Tu as le droit de garder le silence. Tout le reste dépend de ton degré de coopération. Coopératif? Tu viens de détruire mon bureau, d'attaquer mes associés et de terroriser un mineur. Quand les vraies autorités arriveront, elles ne viendront pas, interrompit Rich, exhibant une attestation qui semblait absolument authentique. Il s'agit d'une opération fédérale qui enquête sur un trafic interétatique. Les forces de l'ordre local ont reçu pour instruction de maintenir uniquement le périmètre de sécurité. La beauté de la couverture de Marcus résidait dans sa simplicité. Les agences fédérales agissaient avec une discrétion extrême. Elles se coordonnaient avec des sociétés de sécurité privées et accordaient la priorité absolue à la protection des enquêtes en cours plutôt qu'au protocole local. « Je veux voir les mandats », exigea Tom. « Je veux appeler mon avocat. »« Tu peux appeler qui tu veux », dit calmement Marcus. « Mais d'abord, tu vas répondre à quelques questions sur ton opération. »« Quelle opération ? Tout cela n'est qu'un malentendu. Nous menions des activités scolaires légitimes. » Marcus fit un geste en direction de Torres, inconscient. Vincent Torres est sous surveillance fédérale depuis 18 mois. Sa présence ici, la bouteille d'eau droguée et votre discussion sur les produits et la rentabilité suggèrent que cela va bien au-delà des activités scolaires. La confiance de Tom était visiblement ébranlée. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu. Nous avons tout entendu. Chaque conversation, chaque plan, chaque discussion sur la façon dont ma fille serait parfaite pour l'entraînement. La voix de Marcus était d'un calme mortel qui fit reculer légèrement tout le monde dans la salle. La question n'est pas ce que nous savons. La question est de savoir ce que tu vas faire pour minimiser les conséquences. Phyllis observait l'interrogatoire avec fascination et une compréhension croissante. Papa, quand tu as dit que tu n'étais pas vraiment concierge, que fais-tu exactement? Je résous les problèmes que les autres ne peuvent pas gérer. Marcus répondit sans quitter Tom du regard. Et là, je résous un très gros problème. Tom transpirait malgré la fraîcheur du soir. Si c'est vraiment fédéral, alors je veux conclure un accord. J'ai des informations sur le réseau, des noms, des lieux, des dossiers financiers. Commencez à parler. Pas ici. Pas avec des témoins. J'ai besoin de garanties d'immunité, de protection des témoins. Marcus sourit, et son expression n'était pas agréable. Tom, tu sembles mal comprendre la situation. Ce n'est pas une négociation. C'est toi qui expliques pourquoi mon équipe ne devrait pas te livrer aux concurrents de Vincent Torres après avoir appris que tu as été arrêté. Le visage de Tom se vida. Tu ne peux pas. C'est un meurtre. C'est du business. Le réseau de trafiquants ne pardonne pas à ceux qui compromettent ses opérations. Il ne pardonne certainement pas à ceux dont les activités attirent l'attention du gouvernement fédéral. Je vais tout vous dire. Nom, date, compte financier, tout le réseau. En échange de quoi? Protection. Une nouvelle identité, assez d'argent pour disparaître comme il se doit. Marcus étudia son beau-père avec un calcul froid. Cela dépend de la valeur de vos informations et de votre honnêteté quant à votre implication avec ma famille. Votre famille, Kendra, depuis combien de temps vous êtes-elle? Le silence de Tom s'éternisa jusqu'à ce que Rich fasse semblant de regarder sa montre. On devrait probablement y aller, les gens de Torres attendent un contrôle bientôt. 6 mois, dit rapidement Tom. Kendra est depuis 6 mois, mais elle n'était pas au courant du trafic. Elle pensait que c'était juste autre chose. Quoi d'autre? Des irrégularités financières, des transferts d'argent sur les comptes de l'école.
Elle travaille à la First National. Elle a accès à des systèmes bancaires qui ont facilité le blanchiment d'argent. Marcus sentit un autre PAN de son monde s'écrouler. Kendra n'était pas seulement au courant d'activités illégales. Elle participait activement à des crimes financiers qui finançaient le trafic d'êtres humains. Et ce soir, quel était son rôle? Elle était censée vous distraire, s'assurer que vous ne veniez pas à l'école, ou poser des questions sur Phyllis qui travaillait tard en dînant avec vous. Tom hésita, puis sembla comprendre qu'une vérité partielle serait plus dangereuse qu'une honnêteté totale. En couchant avec Clay, elle le faisait depuis 3 mois maintenant. Il l'avait convaincu de la nécessité de garder l'opération financière secrète. Ces mots frappèrent Marcus comme des coups physiques, mais son expression ne changea jamais. 20 ans de travail dans les services de renseignement lui avaient appris à compartimenter la douleur émotionnelle jusqu'à ce qu'elle puisse être traitée en toute sécurité. Phyllis halta. Maman a triché. Ta mère a fait des choix, dit Marcus doucement. De mauvais choix qui te mettent en danger. La radio de Dick grésillait, un message crypté que seul Marcus pouvait comprendre. Le sujet K est en route pour l'école. Arrivée prévue dans 10 minutes. Kendra arrivait, s'attendant probablement à trouver sa fille droguée et impuissante, prête à être transportée en enfer. Changement de plan, annonça Marcus. Tom, tu vas appeler Kendra et lui dire que le projet a du retard, mais tout se déroule comme prévu. Je ne le ferai pas riche avant ça avec une efficacité désinvolte, pressant un appareil contre le cou de Tom qui délivra une décharge électrique précisément calibrée. Pas assez pour causer des dommages permanents, mais largement suffisante pour démontrer une intention sérieuse. Tu as mal compris, dit Marcus tandis que Tom se remettait. Ce n'était pas une demande, Tom passa l'appel les mains tremblantes, transmettant exactement le message dicté par Marcus. Pour quiconque l'écoutait, cela sonnerait comme une confirmation que Phyllis était en sécurité et que l'opération se déroulait normalement. Excellent. Maintenant, on attend l'arrivée de ma femme. Papa, dit Phyllis doucement. Qu'est-ce qui va arriver à maman? Marcus regarda sa fille, courageux, intelligent et encore assez innocent pour espérer que les trahisons familiales soient pardonnées et oubliées. Cela dépend entièrement de ce que fera ta mère à son arrivée. Mais Marcus savait déjà ce que Kendra ferait. Elle arriverait en s'attendant à trouver sa fille vaincue et impuissante. Elle verrait la destruction et comprendrait que l'opération avait échoué. Et alors, elle ferait le choix final qui déterminerait si elle survivrait à la nuit ou si elle rejoindrait les autres victimes de sa trahison. Dehors, les phares de la voiture balayaient le parking tandis que Kendra Morrison roulait vers un jugement qu'elle ne pouvait imaginer. Marcus consulta sa montre et activa son communicateur une dernière fois. Saul, c'est le contrôle. Exécution de la phase 3. La cible approche. Bien reçu. Phase 3 lancée. L'acte final allait commencer. Chapitre 6. La trahison de l'épouse. La BMW de Kendra arriva sur le parking de l'école à 20h17 précise, ses phares perçant l'obscurité d'octobre. Marcus, à travers le système de surveillance, observa sa femme assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, scrutant son apparence dans le rétroviseur et prenant de profondes inspirations qui suggéraient qu'elle se préparait à quelque chose de difficile. Elle était habillée pour la séduction. La robe noire qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire. Des bijoux qui reflétaient la lumière. Un parfum qui persisterait dans l'air longtemps après son départ. Chaque détail était calculé pour flatter l'ego de Clay Barker et s'assurer sa coopération pour la suite. Elle est magnifique, dit doucement Phyllis en regardant la même vidéo. Ta mère a toujours été belle, répondit Marcus. Ça n'a jamais été le problème, dans son oreillette. La voix de Saul était calme et professionnelle. Le sujet se dirige vers le bâtiment. Elle porte un petit sac de voyage et semble s'attendre à rester longtemps. Le sac était intéressant. Il suggérait que Kendra pensait que ce soir serait plus qu'une simple distraction, qu'elle prévoyait de rester avec Clay assez longtemps pour nécessiter un changement de vêtements. Ou peut-être prévoyait-elle de disparaître complètement une fois l'opération terminée. Tom, dit Marcus sans se retourner. Quand Kendra arrivera, tu lui diras exactement ce qu'elle s'attend à entendre. L'opération a réussi. Phyllis a été sécurisée et tout est prêt pour la phase suivante. Et si je refuse, dit Rich en brandissant un petit appareil qui ressemblait à un smartphone, mais qui était en fait un détonateur à distance. Ensuite, nous découvrirons dans quelle mesure cette salle de classe survit à une explosion contrôlée avec toi à l'intérieur. Le visage de Tom devint blanc.
Tu bluffes. Les agents fédéraux, non. Nous ne sommes pas des agents fédéraux, dit Danny d'un ton enjoué. Nous sommes des entrepreneurs privés travaillant en dehors des contraintes légales habituelles. Notre travail consiste à résoudre les problèmes de manière permanente, et non à arrêter des gens en espérant qu'ils le restent. La pression psychologique était délibérée et efficace. Tom commençait à comprendre que sa situation était bien pire qu'une enquête fédérale. Il avait affaire à des gens qui n'avaient aucune limite légale quant à leur méthode ou à leurs objectifs. L'écouteur de Marcus crépita de nouveau. Le sujet est entré dans le bâtiment. Elle se dirige directement vers l'aile administrative, ce qui suggère une familiarité avec l'agencement en dehors des heures de cours. Position, tout le monde. Tom, souviens-toi, convainc-la que tout s'est déroulé comme prévu. Ils entendirent les talons de Kendra claquer sur le carrelage du couloir à son approche. Lorsqu'elle frappa à la porte de la classe, le son était assuré et enthousiaste. Tom, Clay, comment ça s'est passé? Tom regarda Marcus, qui hocha la tête une fois. Entre, Kendra. Il faut qu'on parle. Kendra entra dans la classe et se figea aussitôt. La vitre brisée, les bureaux renversés et les silhouettes inconscientes au sol dressaient le tableau d'un échec catastrophique. Mais c'est la vue de son mari et de sa fille, parfaitement réveillée et indemne, qui la fit blêmir de stupeur. Marcus, Phyllis, que faites-vous ici? La meilleure question, dit calmement Marcus, c'est, que faites-vous ici? L'esprit de Kendra s'emballait visiblement, cherchant une explication pour expliquer sa présence tout en conservant un semblant d'innocence. Tom m'a appelé pour une urgence à l'école. Il a dit qu'il y avait eu un accident et que vous pourriez avoir besoin d'aide. Histoire intéressante. Rich a interrompu la consultation d'une tablette, mais d'après les relevés téléphoniques que nous avons obtenus, Tom vous a appelé à 7h30 pour vous informer du retard du projet. Aucune mention d'accident ou d'urgence. Le sang-froid de Kendra se brisa légèrement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui sont ces gens? Pourquoi tout le monde fait comme si j'avais fait quelque chose de mal? Parce que tu as fait quelque chose de mal, dit Phyllis, sa voix portant une douleur plus profonde que la colère. Tu savais ce qu'ils prévoyaient de me faire, n'est-ce pas? Prévoyaient de faire? Chérie, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais ils m'ont tout dit, maman. À propos du trafic, du blanchiment d'argent, de toi et de Monsieur Barker. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique, contaminant tout ce qu'ils touchaient. Kendra regarda désespérément autour d'elle, cherchant un allié ou une issue de secours qui n'existait pas. Marcus, quoi que tu penses savoir, il y a une explication. Il y en a toujours une, répondit Marcus. La question est de savoir si c'est vrai. Je t'aime. J'aime notre famille. Je ne ferai jamais rien qui puisse blesser Phyllis. Mais tu la droguerais et la livrerais à des trafiquants d'êtres humains? Quoi? Non. C'est insensé. Jamais. Danny brandit un enregistreur. Veux-tu entendre ta conversation avec Clay Barker d'il y a 2 nuits? Celle où vous avez discuté de la meilleure façon de garantir la coopération de Phyllis pendant la transition. Le visage de Kendra est passé du blanc au gris. Vous m'avez espionné. Je protégeais ma fille de sa propre mère. L'accusation a fait l'effet d'un coup de massue. Kendra a reculé, sa façade soigneusement construite s'effondrant finalement complètement. Vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie. Les menaces, les promesses. Clay a dit, si j'aidais sur cette opération, on pourrait disparaître ensemble. Repartir de zéro ailleurs avec l'argent que vous avez gagné en vendant ma fille. Ce n'était pas censé arriver à Phyllis. Le plan était d'utiliser d'autres élèves, des enfants en difficulté qui ne manqueraient pas à l'appel. Mais l'occasion s'est présentée, et Clay a dit que ce serait la couverture parfaite, car personne ne soupçonnerait l'implication de la famille. La confession a coulé comme l'eau d'un barrage rompu. Des mois de culpabilité, de peur et d'auto-justification ont éclaté au grand jour, révélant toute l'ampleur de la trahison de Kendra. Combien d'autres élèves, a demandé Marcus d'une voix d'un calme mortel. Je ne sais pas, 8? Je n'ai pas demandé de détails. Leur nom? Je ne m'en souviens plus. Rich s'avança vers elle avec la même efficacité désinvolte qu'avec Tom, mais Marcus leva la main. Phyllis, veuillez patienter dans le couloir. Papa, maintenant sa fille, partit à contre-cœur, comprenant que ce qui allait suivre n'était pas quelque chose qu'elle devait voir. La porte se referma derrière elle avec la même fermeté qu'un plafond de coffre. Laisse-moi t'expliquer quelque chose,
Kendra, dit Marcus en se rapprochant de sa femme. Depuis 6 mois, je traque un réseau de trafiquants qui utilisait cette école comme terrain de chasse. J'ai recensé 8 élèves disparus, suivi des transactions financières totalisant plus de 2 millions de dollars et identifié un réseau qui s'étend sur 4 États. Marcus, je n'ai pas fini. Depuis 6 mois, je m'efforce d'éliminer les personnes responsables de la transformation des enfants en marchandises. Et aujourd'hui, j'ai découvert que ma propre femme, la mère de mon enfant, était non seulement au courant de l'opération, mais la facilitait activement. Kendra pleurait maintenant, mais ses larmes ressemblaient plus à de la peur qu'à du remords. Je n'avais pas le choix. Ils ont menacé de te tuer si je ne coopérais pas. Ils ont menacé de me tuer. Clay a dit que l'organisation avait des ressources, des relations, et que si je refusais de les aider, ils nous feraient disparaître tous les deux. Alors, tu as décidé de sacrifier notre fille. J'espérais que le moment venu, je trouverais un moyen de la protéger. Mais la pression montait et Clay insistait. Et ce soir était censé être la fin. Marcus scruta le visage de sa femme, cherchant la moindre trace de celle qu'il avait épousée 15 ans plus tôt, mais il ne vit qu'une étrangère qui avait privilégié la commodité à la préservation de sa famille plutôt qu'à la sécurité de son enfant. « L'aimes-tu » La question sembla la surprendre. « Qui » Clay. « Oui, je croyais l'aimer. Il me faisait sentir importante, précieuse, comme si j'étais plus qu'une simple femme de banquier mariée à un concierge. Sauf que je ne suis pas concierge. Je le sais maintenant, mais je l'ignorais à l'époque. Et Clay m'a offert une vie qui semblait plus belle, plus excitante, plus rentable. Oui. L'aveu était à peine un murmure. Plus rentable. Marcus se détourna d'elle, s'adressant à l'ensemble de la salle. Tom, tu as mentionné vouloir conclure un marché. Je suis prêt à en proposer un. Quel genre de marché? Un témoignage complet contre le réseau. Nom, lieu, dossier financier, journaux de communication, tout ce que tu sais sur chaque aspect de l'opération en échange d'une mort rapide au lieu d'être livré aux concurrents de Torres. Les mots étaient prononcés si calmement qu'il a fallu plusieurs secondes pour qu'ils soient compris. Quand ce fut le cas, Tom recula vers le coin de la pièce. Tu ne peux pas être sérieux. On est en Amérique. On ne peut pas exécuter des gens comme ça. Je ne peux pas, acquiesça Marcus. Mais mes associés le peuvent. Et ils le feront. Kendra, dit Tom désespérément. Dis-lui qu'il fait une erreur. Dis-lui que nous pouvons tous travailler ensemble pour arranger ça. Mais Kendra fixait son mari avec une horreur et une compréhension croissante. Marcus, que fais-tu exactement dans la vie? J'élimine les menaces contre des innocents, généralement étrangères, mais parfois nationales. Tu es un assassin. Je suis un solutionneur de problèmes, et en ce moment, vous êtes tous de très gros problèmes. La voix de Saul grésilla dans l'oreillette de Marcus. Le périmètre extérieur signale 3 véhicules approchant du nord. On ignore s'ils sont des forces de l'ordre ou hostiles. Bien reçu. Préparez-vous à l'extraction. Marcus regarda sa femme une dernière fois. Kendra, je vais te donner un choix plus généreux que celui que tu as donné à notre fille. Tu peux coopérer pleinement à l'enquête, témoigner contre toutes les personnes impliquées et passer le reste de ta vie en prison fédérale. Ou tu peux rester fidèle à Clay et au réseau et passer le reste de ta vie, pendant 30 minutes, à regretter de ne pas avoir fait un autre choix. Ce ne sont pas de vrais choix. Ce sont les seuls qui te restent. Dehors, le bruit des véhicules approchant s'intensifia. Ce qui allait se passer ensuite allait déterminer non seulement le sort du réseau de trafiquants, mais aussi l'avenir de ceux qui restaient de la famille de Marcus. Tom courait après tout le monde. Chapitre 7. La réponse du réseau. Les 3 véhicules qui approchaient du lycée Jefferson n'étaient pas des forces de l'ordre. Marcus l'a confirmé grâce à son réseau de surveillance, 6 hommes lourdement armés se sont déployés depuis les SUV avec une précision militaire. Il s'agissait des associés de Torres, qui répondaient à son enregistrement manqué avec une intention meurtrière. Danny, conduit Phyllis à la salle sécurisée au sous-sol. Déjà en mouvement, répondit Danny, escortant la fille de Marcus à travers un panneau d'accès caché menant à l'ancien abri anti-aérien du lycée. Un vestige de la guerre froide que Marcus avait transformé en poste de sécurité des mois auparavant. Rapport de situation de Saul. 6 foyers, du matériel professionnel, se déplaçant pour encercler le bâtiment. Ils ne sont pas là pour négocier. Marcus se tourna vers sa femme et son beau-père,
qui en avaient tous deux suffisamment entendu pour comprendre que leur situation venait d'empirer. « Félicitations, dit-il froidement. Vos amis sont arrivés. Pour régler les derniers détails. Malheureusement pour eux, ils ne savent pas qu'ils tombent dans un piège. Tom était en hyperventilation. Ils vont tous nous tuer. Ce ne sont pas des gens avec qui on négocie. Tu as raison. Marcus acquiesça. Ce sont des gens qu'on élimine. Rich était déjà en mouvement, distribuant des armes de l'arsenal dissimulé que Marcus avait placé dans l'école. Danny revint de sécuriser Phyllis, emportant une puissance de feu suffisante pour raser un pâté de maison. « Et nous » demanda Kendra d'une voix à peine assurée. Marcus lui tendit un pistolet. « Si tu veux survivre à la prochaine heure, tu feras exactement ce que je te dis. Je ne sais pas m'en servir. Alors tu ferais mieux d'apprendre vite. » Grâce au système de surveillance, Marcus observait les assaillants se positionner au point d'entrée stratégique. Il se déplaçait avec l'assurance d'hommes qui avaient déjà fait cela à maintes reprises, éliminant des témoins, détruisant des preuves et disparaissant sans laisser de traces. Ce soir serait différent. Tom, combien de personnes dans le réseau connaissent cet endroit? Je l'ignore. Clay s'occupait de la plupart des détails opérationnels. Marcus regarda Clay Barker, conscient, mais attaché à une chaise de bureau. Le visage du professeur d'anglais était tuméfié par leur précédente rencontre, mais son regard était vif et calculateur. Envie de répondre à quelques questions, Clay? Va te faire foutre. Rich s'approcha avec un appareil qui ressemblait à un scanner médical, mais qui était en réalité un outil d'interrogatoire militaire. Ça peut être facile ou difficile. À toi de voir. Tu ne peux pas me torturer. On est toujours en Amérique. L'Amérique a pris fin pour toi au moment où tu as décidé de vendre des enfants, répondit Marcus. Maintenant, tu es dans mon monde, où les règles sont différentes. La première explosion provenait de l'entrée nord. Une charge explosive conçue pour créer un maximum de choc et de confusion, mais Marcus s'y attendait, et son équipe était déjà en position. L'échange de tirs qui suivit fut bref et à sens unique. Les hommes de Torres étaient des professionnels, mais ils combattaient sur le terrain de prédilection de Marcus contre des adversaires qui avaient passé des décennies à perfectionner l'art de l'élimination. En moins de 10 minutes, c'était fini. 6 assaillants étaient entrés dans le bâtiment. Aucun ne sortirait. Bâtiment sécurisé, annonça Saul par radio. Aucune victime de notre côté. Marcus se tourna vers Clay Barker, qui semblait désormais nettement moins confiant. Comme je le disais, tu vas répondre à quelques questions, à commencer par le nombre de personnes au courant de l'opération de ce soir. La cellule locale comptait 12 personnes au total, dit Clay rapidement. Torres, les 2 hommes qui l'accompagnaient, Tom, moi-même, Kendra et 6 autres personnes chargées du transport et de la logistique, nom et lieu. Je veux l'immunité, la protection fédérale totale. Tu veux rester en vie pendant les 5 prochaines minutes. Nom et lieu. Clay fournit une liste que Danny enregistra et transmit immédiatement aux autres équipes d'enquête fantôme déployées dans la région. En quelques heures, tout le réseau local serait démantelé. Et l'organisation régionale? Poursuivit Marcus. Je ne connais pas toute la structure. C'est le niveau de Torres, pas le mien. Kendra, dit Marcus sans se retourner. Parle-moi de l'opération de blanchiment d'argent. Sa femme était assise dans un coin, tenant toujours le pistolet, l'air visiblement peu familier. Les comptes bancaires avaient été ouverts sur une période de 18 mois. Clay fournissait de faux documents pour les sociétés écrans et j'ai facilité les virements. Combien d'argent au total? Peut-être 15 millions de dollars. La majeure partie a été versée sur des comptes aux îles Caïmans et en Suisse. Les numéros de compte. Je les ai mémorisés. Clay a insisté là-dessus par sécurité. Marcus a souri d'un air sombre. Excellent, Rich. Commence à tracer ses comptes. Je veux que chaque dollar soit gelé ou redirigé vers les fonds d'aide aux victimes des forces de l'ordre. Je m'en occupe déjà, répondit Rich, ses doigts parcourant un clavier spécialisé. Les comptes suisses sont bloqués. Les comptes Caïmans sont intéressants. Ils sont liés à une opération bien plus vaste. De combien plus? Estimation prudente? Nous sommes face à une opération de 50 millions de dollars couvrant au moins 8 États. Cette école n'était qu'un point de collecte parmi d'autres dans un vaste réseau. L'ampleur de la découverte était stupéfiante.
Ce que Marcus avait pris pour un réseau de trafic régional faisait en réalité partie d'une opération nationale qui opérait depuis des années. Tom, tu as mentionné avoir des informations sur le réseau plus vaste. Parle-moi. Le coordinateur régional est un certain patron de Vincent. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il s'appelle Sergio Sheridan. Il opère depuis Atlanta et coordonne les activités dans tout le sud-est. Quoi d'autre? Des opérations similaires existent dans 12 autres districts scolaires. Directeurs, enseignants, membres du personnel, tous recrutés pour identifier et accéder aux élèves vulnérables. Non, j'ai une liste de contacts chez moi, cachée dans le coffre-fort de mon bureau. Marcus fit un signe de tête à Danny, qui partit immédiatement récupérer les informations. Le coffre-fort serait ouvert, que Tom fournisse la combinaison ou non. Kendra, outre les services bancaires, quels autres services fournissiez-vous? Les dossiers scolaires. Clay avait besoin d'accéder à des dossiers montrant la situation familiale, les profils psychologiques et les résultats scolaires. J'ai utilisé mes relations bancaires pour y accéder. Rapport de solvabilité et informations financières sur les parents afin d'identifier les cibles les plus vulnérables. Oui, l'aveu a été fait sans émotion, comme s'il s'agissait de transactions boursières plutôt que de prédation systématique d'enfants. Marcus sentit les dernières traces d'amour pour sa femme disparaître complètement. Son appareil de communication vibra, annonçant une mise à jour des équipes chargées de la liste de contacts. 7 sites ciblés simultanément. 11 arrestations. Des preuves substantielles récupérées. L'affaire est plus importante que prévu. Compris. Maintenir la sécurité opérationnelle. On n'en a pas fini. Marcus se tourna vers Clay Barker. Vous avez mentionné que ce soir était censé marquer la fin de quelque chose. La fin de quoi? De l'opération scolaire. Nous déménagions dans un nouveau lieu, dans un autre état. Phyllis allait être notre dernière acquisition du lycée Jefferson. Pourquoi? Parce qu'un agent des forces de l'ordre se rapprochait. Pas local, fédéral. Torres a dit que nous avions peut-être 2 semaines avant que l'enquête ne nous parvienne. Marcus sentait l'ICE se former dans ses veines. Si les enquêteurs fédéraux se rapprochaient du réseau, ses propres opérations pourraient être compromises. Les entrepreneurs privés travaillant hors des limites légales ne se séparaient pas de l'arrivée de véritables agents fédéraux. À quelle distance étaient-ils? Assez près pour que Torres veuille éliminer tous les agents et témoins locaux, y compris toi. L'expression de Clay se transforma en peur et en prise de conscience, y compris nous tous. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement d'acquérir Phyllis. Il s'agissait de faire le ménage. La vérité frappa Marcus comme un coup de poing. Torres ne visait pas seulement sa fille. Il prévoyait d'éliminer toutes les personnes impliquées dans l'opération scolaire, y compris Tom, Clay et Kendra. Ils étaient tous condamnés à mort, qu'ils le sachent ou non. Donc, tu trahissais des gens qui prévoyaient déjà de te tuer. Je l'ignorais. Torres n'a jamais parlé d'élimination. Il a juste dit, nous déménageons parce que les professionnels n'annoncent pas quand ils prévoient de tuer leurs agents. La voix de Saul coupa la radio. Marcus, on a un problème. Des véhicules fédéraux approchent de 3 directions, des vrais cette fois. 6 minutes d'attente. La situation venait de se complexifier de façon exponentielle. De vrais agents fédéraux étaient sur le point d'arriver sur une scène de crime contenant plusieurs corps, des armes illégales et une armée privée. Une opération qui existait en dehors de tout cadre légal. Marcus jeta un dernier coup d'œil autour de la salle de classe détruite. Dans 6 minutes, sa couverture soigneusement préparée serait dévoilée, son équipe serait arrêtée et la sécurité de sa fille dépendrait d'une protection fédérale qui pourrait être efficace ou non contre un réseau criminel de 50 millions de dollars, à moins qu'il ne fasse quelque chose qui changerait tout à jamais. Kendra, Tom, Clay, vous avez exactement 5 minutes pour décider quelle version des événements de ce soir vous allez donner aux agents fédéraux. Que voulez-vous dire? Demanda Kendra. Vous pouvez leur dire la vérité, que vous étiez tous complices d'un trafic, que vous avez aidé à droguer et à enlever des enfants, et que vous projetiez de vendre ma fille au plus offrant, auquel cas vous passerez le reste de votre vie en prison fédérale, à condition que le réseau ne vous tue pas avant. Ou bien, vous pouvez leur dire que vous avez découvert le trafic, contacté mon entreprise de sécurité et coopéré au raid de ce soir pour sauver ma fille et rassembler des preuves contre le réseau. Le choix était simple mais crucial. La vérité signifiait l'emprisonnement certain et une mort possible. Les mensonges signifiaient la liberté potentielle mais la dépendance permanente à l'égard de la protection de Marcus.
Que se passe-t-il si nous choisissons la deuxième option? Demanda Tom. Ensuite, vous devenez mes actifs pour le reste de votre vie. Vous faites ce que je vous dis quand je vous dis sans question ou hésitation. Et si nous refusons? Marcus sourit. Et pour la première fois ce soir-là, il a atteint ses yeux. Ensuite, vous ne vivez pas assez longtemps pour dire quoi que ce soit aux agents fédéraux. À l'extérieur, le son d'approche des sirènes est devenu plus fort. Tom manquait pour tout le monde. Chapitre 8. Complications fédérales. Les véhicules du FBI ont formé un périmètre autour de Jefferson avec la précision d'une opération militaire. Marcus a regardé à travers son système de surveillance alors que les agents se déployaient avec un équipement tactique et le genre d'efficacité sombre qui suggérait que ce n'était pas leur premier raid de trafic. L'agent spécial Regina Schaeffer est sortie du véhicule principal, une femme au début de la quarantaine avec le port de quelqu'un habitué à commander. Marcus l'a reconnue des briefings fédéraux. Elle a été l'un des meilleurs experts du bureau sur les réseaux de traite des êtres humains avec une réputation de minutieuse qui a rendu les criminels très nerveux. Statut d'Annie sur la préparation des preuves, grade fédéral, package de documentation complet, dossiers financiers, journaux de communication et preuves physiques tous correctement catalogués. Il tiendra sous n'importe quel examen minutieux. La beauté de l'équipe de Marcus était leur capacité à construire des récits alternatifs convaincants à court terme. Au moment où les agents fédéraux sont entrés dans le bâtiment, ils trouveraient une opération de sécurité privée qui avait découvert et perturbé un anneau de trafic majeur tout en rassemblant des preuves qui pourraient démanteler l'ensemble du réseau. Rich, quel est le statut sur notre couverture juridique? Phantom Investigation a une licence entrepreneur fédérale pour exactement ce type d'opération. Toutes les armes et équipements sont correctement enregistrés. Notre présence ici est complètement légitime. Marcus s'est tourné vers ses 3 prisonniers. Dernière chance de prendre votre décision. Les agents fédéraux seront à l'intérieur de ce bâtiment en 3 minutes. Tom a été le premier à se casser. Je coopérerai. Coopération complète. Tout ce dont vous avez besoin. Clay a hésité plus longtemps, l'esprit analytique de son professeur travaillant à travers les implications. Si j'accepte cela, quelle garantie ai-je? Aucun, a répondu Marcus. Mais si vous n'êtes pas d'accord, votre garantie est une balle à l'arrière de la tête avant que les agents n'atteignent cette pièce. Je coopérais. Kendra regardait son mari avec quelque chose qui approchait. Crainte. Vous avez planifié tout cela, n'est-ce pas? Le travail à l'école, l'enquête, même les opérations de ce soir. J'avais prévu de protéger ma fille et de détruire les gens la menaçant. Tout le reste était l'improvisation. Et nous? Faisons-nous toujours partie de votre plan? Marcus a rencontré ses yeux directement. Vous avez cessé de faire partie de tout plan au moment où vous avez choisi de l'aider à droguer notre enfant. Les mots frappent Kendra comme des coups physiques, mais elle hocha la tête avec une sombre compréhension. Je ferai ce que vous voulez, mais Marcus, y a-t-il une chance, une possibilité que nous puissions? Non. La finalité dans sa voix a mis fin à la conversation en permanence. Tout ce que Marcus et Kendra avaient partagé depuis 15 ans était mort, tué par ses choix et enterré sous le poids des révélations de ce soir. Des pas dans le couloir ont annoncé l'arrivée des agents fédéraux. Marcus a rapidement passé en revue la couverture une dernière fois. Les enquêtes fantômes avaient été embauchées par des parents concernés pour enquêter sur les activités suspectes à Jefferson High. L'enquête avait découvert un réseau de trafic en utilisant l'école comme terrain de chasse. Ce soir l'opération a été un effort coordonné pour sauver Phyllis tout en rassemblant des preuves contre le réseau. Agents fédéraux, identifiez-vous. Marcus May, Phantom Investigation, étaient les entrepreneurs qui ont appelé cela. L'agent spécial Schaeffer.